La COP de l'été 1, les débats, vous l'aurez donc compris, sont lancés. Balai de chefs d'État, de gouvernement aujourd'hui à la tribune et des mots très forts, urgence, responsabilité, sauver la planète. Des mots très importants, mais qu'en sera-t-il réellement? Joue-t-on à se faire peur? L'urgence est-elle réelle? Et bien pour en débattre ce soir avec nous, Philippe Verdier, l'auteur de ce livre Climat Investigation dont on a beaucoup parlé chez Ring, Jean-Baptiste Poncelet, coordinateur de la COP 21 pour France Environnement Climat, et puis Cédric Lingenbach, spécialiste des questions climatiques. Alors d'abord, Philippe Verdier, vous êtes depuis ce matin à l'antenne de Russia Today pour des chroniques sur la COP 21. Et dans votre première chronique, vous avez dit on parle d'urgence climatique et ce n'est pas vraiment le terme. On ferait mieux de parler d'urgence politique, d'urgence diplomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu une photo de famille qui est très historique. C'est très rare d'avoir autant de chefs d'État concentrés autour du climat. C'est la première fois que ça arrive dans ces conférences sur le changement climatique. On a l'impression qu'il y a vraiment une urgence climatique. Elle est là, mais elle n'est pas plus importante qu'au début de l'année ou que l'année dernière ou que l'année prochaine. Elle est vraiment liée à cette conférence qui a lieu annuellement à la même époque, c'est-à-dire au début du mois de décembre. C'est la 21e du nom, c'est pour ça qu'elle s'appelle la COP 21. Et l'urgence, elle est avant tout diplomatique. Ça veut dire que si dans 15 jours, il n'y a pas un accord qui est dressé à l'issue de cette conférence, avant que ce soit la banquise qui s'effondre, c'est toute la diplomatie climatique qui doit s'effondrer. Jean-Baptiste Poncelet, il n'y a pas plus d'urgence aujourd'hui qu'hier? Quand on regarde les évolutions des rapports scientifiques, on se rend compte que le degré ou le temps qui nous reste à agir s'amenuise à mesure qu'on attend. Donc on n'a plus le temps de procrastiner, il faut vraiment agir et c'est l'objet, une des urgences de la COP 21, c'est prendre une décision rapidement pour qu'on fasse face à cette urgence climatique. Donc oui, il faut agir vite, sinon on n'aura plus le temps. Et aujourd'hui, cette contrainte, on peut encore en faire une opportunité de changement. Mais si on attend trop, ça serait une contrainte insurmontable. Il y a ce risque, Philippe Verdier? Tout à fait, il est important. Et effectivement, plus on attend, là le problème c'est qu'il n'y a plus de suite au protocole de Kyoto, qui était la dernière donnée intéressante qui a été faite lors de ces conférences sur le climat, c'était à la fin du siècle dernier. Il n'y a plus de cadre ensuite de la diplomatie et de politique internationale sur le climat s'il n'y a pas d'accord à l'issue de l'accord de Paris. Mais on se posait la même question en 2009 à Copenhague. Donc finalement, ça traîne énormément. On voit très bien qu'à l'échelle des États, à l'échelle des Nations Unies, c'est très compliqué de régler cette question. Tout le monde est là sur la photo, mais quand on écoute vraiment dans le détail le discours de chaque chef d'État, chacun est sur son registre et sur ses intérêts nationaux. Alors c'est vrai, Cédric Lingenbach, quand on a suivi les débats aujourd'hui, on voit bien des lignes déjà se dessiner, lignes de fracture entre le Nord et le Sud, les pays pauvres qui disent aux pays Nord de payer, de faire des efforts. Nous déjà, on est dans une situation impossible. On va réussir à mettre tout le monde d'accord? Alors je ne sais pas si on va réussir à mettre tout le monde d'accord, c'est justement ça qui est difficile dans les négociations climat. Alors en effet, il y en a tous les ans, mais celle-là, elle a un caractère particulier qui est qu'elle est la clôture de 4 années de préparation depuis la COP de Durban où on a dit qu'on allait à Paris décider de la suite du protocole de Kyoto et prendre des engagements sur 2020-2030. Donc c'est pas une COP comme les autres. C'est un peu comme Copenhague. Copenhague était aussi une COP pas comme les autres puisqu'elle devait également donner la suite du protocole de Kyoto. Alors, mais qui a débouché sur rien. On est en fait techniquement en ce moment dans une deuxième phase d'engagement du protocole de Kyoto dont on parle pas trop parce que elle est beaucoup moins large et ambitieuse que la première. Et puis voilà. Donc pour X raisons on n'en parle pas tellement, mais techniquement on est dans une deuxième phase de Kyoto. Paris, c'est également la fin de 4 ans de discussions techniques. Donc les dernières COP sont plutôt des COP qui étaient pour préparer Paris. Et donc là, on a vraiment un rendez-vous qui est assez particulier cette année-là. Et donc il va falloir en effet essayer de mettre tout le monde d'accord avec les difficultés que vous avez relevées. Le Nord, le Sud ont des intérêts complètement antagonistes. Et c'est ça qu'il va falloir essayer sur ce terrain-là qu'il va falloir essayer d'avancer, notamment avec la thématique du financement qui est cruciale pour les pays du Sud. Philippe Verdier, c'est pas une COP comme les autres. On a une chance cette fois-ci que quelque chose débouche de très concret? Tout à fait, à mon sens, il y aura forcément quelque chose qui doit en sortir. Il ne peut pas en être autrement, sinon ces conférences sur le changement climatique n'ont plus de raison d'exister. Donc là, forcément, il doit sortir quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura dedans? C'est vrai que les protagonistes de la COP ont beaucoup parlé d'accords ambitieux. L'ambition lors du protocole de Kyoto, c'était un accord contraignant. Là, il en est question, mais tout le monde n'a pas l'air d'être complètement d'accord. L'ambition en 2010 à Cancun, c'était d'alimenter un fonds vert. On voit qu'il a eu beaucoup de mal à être constitué, que d'ailleurs la contribution de la France a été relevée. C'est le souhait du président Hollande de 3 à 5 milliards. Ça veut dire que nos impôts sont engagés dès 2020 une contribution beaucoup plus importante que prévu, parce que tout ça a du mal à être engagé et que c'est très lent et très long, beaucoup trop lent d'ailleurs aux yeux de tous ceux qui s'inquiètent pour le climat. Et on parle beaucoup de Kyoto, mais il faut quand même rappeler que le protocole de Kyoto n'a pas été ratifié par les États-Unis, puisque le Sénat l'a bloqué une première fois, et puis ça n'a jamais abouti. Il y a une chose qui a peut-être changé, on va écouter Barack Obama à la tribune. Il a reconnu pour la première fois que les États-Unis avaient une part de responsabilité.
Nous sommes la toute première génération à avoir déclenché ces changements climatiques, mais nous risquons d'être la dernière à pouvoir agir pour faire changer les choses. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde. Je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il en va de notre responsabilité d'y remédier. Jean-Baptiste Poncelet, nous sommes à la source de ce problème. Les mots sont extrêmement forts. Ils engagent vraiment les États-Unis. Oui, c'est très positif que les États-Unis, un second pollueur après la Chine, reconnaissent leurs responsabilités. Il faut aussi souligner que la Chine souhaite s'engager de manière assez ambitieuse. Donc que les deux principaux aujourd'hui émetteurs de gaz à effet de serre montrent un vrai élan et un vrai allant à aller et à contribuer à cet effort et à cet accord, c'est très positif. On ne pourra pas faire sans eux et c'est pour ça qu'on parle d'universalité de l'accord. C'est-à-dire que tous les membres de la Convention 4 sur le climat doivent s'engager ensemble. On ne peut pas laisser de passagers clandestins, si vous voulez, du climat. On doit tous agir tous ensemble. Alors on entend, à l'image de Barack Obama, tous les discours, c'était franchement de belles intentions, soyons honnêtes. Il va peut-être y avoir un accord, il va peut-être y avoir des éléments à respecter, mais la grande question, Cédric Liegenbach, c'est comment on va vérifier l'application de cet accord. Qui peut le faire? Comment on peut le faire? Ça, c'est une des grandes questions qui se posent en ce moment, puisqu'on est sur du droit international et que le droit international ne permet pas d'avoir un organisme qui vient punir les gens qui n'ont pas respecté leurs engagements. Alors, pour autant, il y a quand même des éléments qui vont pouvoir permettre de mettre la pression au minimum sur les États, de la part déjà des autres États, de la part également de l'opinion publique, et il est même possible qu'on ait à l'avenir des cas comme ce qui s'est passé récemment aux Pays-Bas, où une association attaque l'État pour dire vous n'avez pas respecté vos engagements, en tout cas vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous nous avez mis en danger par rapport au climat, et ce genre de choses va pouvoir finalement, il faudra voir à l'avenir si ça se vérifie, si ça se matérialise, mais va pouvoir mettre une vraie pression sur les États. Mais dans le droit international, il y a un truc qu'on connaît qui marche, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où il n'y a pas d'organisme qui pourrait mettre les États en prison, mais il y a des sanctions financières ou des possibilités de boycott derrière gérées par l'OMC qui font tellement peur aux États que personne n'ose violer les règles de l'OMC. Donc on a réussi à mettre en place des choses assez contraignantes au niveau international. Pour le climat, si on veut, on peut. Oui, parce qu'elles existent, mais pas pour le climat pour le moment. Ça c'est très intéressant ce que vous dites là, c'est ce que dit le prix Nobel d'économie Jean Tirole, en fait, qui préconise que dans ces conférences des Nations Unies, dans lesquelles on voit surtout les chefs d'État, qui viennent surtout au début ou à la fin, mais qui ne sont pas vraiment au cœur des négociations, mais il y a les ministres de l'Environnement ou les négociateurs, il manque un petit peu ces ministres de l'économie ou ces ministres des finances qui pourraient aider à la régulation du commerce international et prendre en compte cette donnée climatique dans cette grande donne internationale et effectivement donner peut-être un signal un peu plus coercitif avec des mesures de rétorsion contre les États qui ne respecteraient pas ces règles. Ça c'est important et c'est vrai que dans des institutions comme l'OMC, peut-être que ce serait beaucoup plus pratique de régler cette question du climat que dans une COP. On se souvient de John Kerry il y a quelques semaines qui avait suscité une petite polémique à Paris quand il avait dit on n'aura pas un accord juridiquement contraignant. On voit bien qu'il y a là quand même, ambigu, oui. il avait une certaine réalité puisqu'il n'y aura pas d'accord juridiquement contraignant. En fait, les États-Unis sont embêtés parce qu'on sait que le Sénat ne ratifiera pas l'accord s'il est contraignant. Donc on a cette question qui se pose, mais ce qu'il faudra essayer de faire en sorte, c'est que le successeur de Barack Obama soit dans une situation où il pourra difficilement ne pas aller dans le bon sens par rapport aux autres pays. Donc là, c'est vraiment une question de pression des autres pays autour de chacun qui va pouvoir faire avancer les choses. Alors, pression des pays, vous parliez aussi de la pression de l'opinion publique. Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Baptiste Poncelet, qu'il y a aujourd'hui une véritable prise de conscience, mais au-delà de la prise de conscience, une volonté des peuples que les choses, elles évoluent dans un climat où aujourd'hui on parle terrorisme, on parle crise économique et où on a peut-être d'autres priorités au quotidien? Bien sûr, il y a une prise de conscience globale, aussi bien dans les pays du Sud qui sont les plus affectés, forcément, et dans les pays du Nord, les pays les plus riches tels que les nôtres. Après, il y a aussi un lien entre la crise économique, la crise climatique. La lutte contre les changements climatiques, c'est aussi une opportunité de changement vers un modèle beaucoup plus durable, créateur d'emplois. La transition énergétique, dont on parle beaucoup, ça générera beaucoup d'emplois. Donc je pense que tout ça est en train d'émerger, de naître dans la conscience des gens, et c'est très positif. Par ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est que au-delà de la prise de conscience des peuples et des États, tous les acteurs aujourd'hui sont conscients. Les entreprises, les collectivités, les syndicats, les ONG, tous ont compris la nécessité à agir et l'opportunité de changement
que constitue la lutte contre les changements climatiques. Et beaucoup d'entreprises se sont déclarées ou ont fait des déclarations pour montrer leur souhait d'engager cette transition. Donc il y a vraiment une prise de conscience globale. Est-ce qu'il peut se traduire des choses à l'issue de cette conférence très concrètes, type interdiction des énergies fossiles, soyons fous? Le mot énergie est un mot qui est un peu tabou. Ah, il y a des mots tabous dans cette conférence. Il y a pétrole, il y a énergie fossile. On parle pas de pétrole, on parle pas d'énergie, on parle surtout pas de nucléaire. Il y a des mots comme ça qu'on évite d'aborder. Et on parle des émissions. Alors en plus, c'est vrai que la question, c'est les émissions au sens large. Donc c'est pas que l'énergie, hein, c'est également la déforestation et puis les autres gaz à effet de serre. Donc c'est pas vraiment l'enjeu de la COP que de forcément donner les solutions. Hein. C'est-à-dire que la COP doit permettre aux pays de dire ce à quoi ils s'engagent, et ensuite chacun sur son périmètre va mettre en place des politiques publiques dans le but de éradiquer les énergies fossiles, donc mettre fin par exemple aux subventions aux énergies fossiles, ça fait partie des solutions assez immédiates à mettre en place, se débarrasser le plus vite possible du charbon, développer ensuite toutes les énergies bas carbone, et ça c'est à chaque pays de décider ce qu'il a envie de faire, d'opter pour le nucléaire ou les énergies renouvelables en fonction de son opinion publique et de son mix énergétique, et donc ça c'est des questions qui se posent au niveau national et pas au niveau de la CNUC en fait. On conclut ce débat avec Philippe Verdier, vous êtes avec nous. Juste une question plus précise, on va sortir un peu juste un truc, parce que ce qui m'étonne, c'est qu'on parle beaucoup des énergies, on ne parle pas du tout de la population. Le GIEC identifie 2 causes au réchauffement climatique dû à l'homme, les émissions de CO2 et l'explosion démographique. Cette question, elle est taboue, on ne peut pas en parler dans une COP, parce que sinon ça va froisser certains États dont la population va exploser. Alors justement, vous me tendez une perche, Philippe Verdier, vous êtes venu nous voir il n'y a pas si longtemps sur BFM TV, vous étiez dans une situation professionnelle délicate, remercié par votre employeur pour avoir eu une liberté de parole. Vous êtes sur Russia Today, sur l'antenne française pour cette COP 21. J'ai juste du travail pendant 2 semaines. Voilà, pendant ces chroniqueurs pendant cette COP 21. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous y avez trouvé une liberté? C'est ce que vous disiez ce matin à l'antenne. L'opportunité s'est faite il y a 48 heures, donc je l'ai accepté. J'ai essayé de proposer mes services à différentes autres chaînes en France, dont la vôtre. Ça n'a pas été possible parce qu'il y avait d'autres dispositifs. Donc voilà, j'ai une perche qui venait de l'étranger, on me laisse carte blanche, donc je l'ai saisie. Merci beaucoup Philippe Verdier d'être venu avec nous, d'être venu sur ce plateau. Merci Jean-Baptiste Poncelet, Cédric Rickenbach, spécialiste des questions climatiques.